Acula Rebelle. Portrait sensible. Un podcast réalisé par Fabien Eck. Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent, qui pousse un dernier cri, mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant. Si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris, les absents. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand. Si tu parles à ton ombre de temps en temps. Si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent. Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps, si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage, si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants, si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan, si tu as peur du vide mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu aimes partir avant, mon enfant, avant que l'autre s'éveille, avant qu'il te laisse son plan. Si tu as peur du sommeil et que passe le temps, si tu aimes l'automne vermeil, merveille, rouge sang. Si tu as peur de la foule, mais supporte les gens. Si tes idéaux s'écroulent le soir de tes 20 ans, et si tout se déroule jamais comme dans tes plans, si tu n'es qu'une pierre qui roule mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Mon enfant. Bienvenue pour ce 102e épisode de Acula Rebelle. Alors, à l'origine, il y a la musique, le chant, la présence d'un instrument et plus tard les mots et le théâtre. Pratiquant aussi bien le parapente que le violon, la comédienne Violaine Brébion aborde la vie comme un vaste univers. Du classique à des textes plus contemporains, elle cherche, trouve, accompagne parfois des livres un auteur.
Elle s'engage dans l'intimité, dans le vaste désordre de notre monde et de notre quotidien. Elle prend pied sur une terre fertile, plante un drapeau, happé par exemple par Jour sans fin de Delphine de Vigan, qui parle d'anorexie et que j'avais découvert au Festival d'Avignon en 2022. Ou bien par Le cœur des femmes de Martin Winkler, qui parle de gynécologie, de la place des femmes, de leur corps et du regard des hommes depuis tant d'années. Ce spectacle d'ailleurs est en tournée actuellement et je vous donnerai les dates de différents projets qu'elle accompagne dans les mois à venir. Portrait sensible donc avec Violaine Brébion, et nous vous accueillons avec le premier choix musical qui est Aretha Franklin, Respect. Ah, que la rebelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous souhaite la bienvenue. Ok, bon, c'est parti. Alors j'ai beaucoup de chance parce que c'est pas commun. Je me retrouve dans une salle de spectacle. On est au Forum de Falaise en Normandie, à quelques kilomètres de Caen, et je viens d'assister à un spectacle qui est plus que indispensable, nécessaire, et qu'on devrait voir dans des cours d'école, dans des dans des maternités bien évidemment, dans des hôpitaux, mais aussi dans des cycles de vie normaux, à la télévision. Voilà, tu me demandais comment tenait le micro, il y a la manière de Michel Drucker, et dans des émissions de grande écoute, ce serait bien que cette parole soit mise en avant. Et alors on est là pour parler d'une pièce de théâtre qui s'appelle Le cœur des femmes, qui a été écrit par Martin Winkler, qui à la base est... Martin Winkler, il était médecin et écrivain. Il est toujours écrivain, il est médecin à la retraite aujourd'hui. Attends. Ce que j'ai oublié de faire, c'est j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour que tu puisses parler. Donc Martin Winkler, il était médecin. Il est donc écrivain, mais il était d'abord médecin. Il est maintenant médecin à la retraite. Et donc toute son œuvre littéraire, ou presque toute son œuvre littéraire, parle de médecine et de son expérience de médecin. Il était médecin généraliste, mais il s'est très vite spécialisé d'une certaine manière dans la gynécologie, puisque comme son premier roman l'indique, le premier roman s'appelle La Vacation,
Et il a été amené très vite en tant que médecin de campagne à aller, je crois que c'était à Tours, en tout cas dans un hôpital, une fois par semaine, pour pratiquer des IVG. Et en fait, alors que c'était donc pas sa vocation première, en fait, il s'est spécialisé petit à petit dans la gynécologie et ça l'a amené à écrire Le cœur des femmes. Bon, quel a été le grand succès, là j'ai un trou là, de Martin Winkler? La maladie de Saxe. Voilà, La maladie de Saxe, qui a été adaptée au cinéma et dont il y a une comédienne qui s'appelle Valérie Dréville jouait dedans d'ailleurs. Exactement. Alors, on a oublié de citer votre prénom. Alors Je m'appelle Violaine. Violaine Brébion. Voilà. Est-ce que tes parents ont vu une pièce de Paul Claudel? Oui, sans doute. Pas sans doute. Tous les parents ne voient pas des pièces de Paul Claudel. Mon père, c'est mon père qui a choisi mon prénom. Il m'a toujours dit que c'était vraiment parce qu'il adorait ce prénom. Après, mon père était musicien et voilà, pas très loin du milieu théâtral en tout cas. Bon, alors justement, puisqu'on parle des parents, on va parler de l'enfance. Là, on est dans une ville de province. Qu'en était-il pour la petite Violaine? Où a-t-elle grandi? Alors, pas vraiment en province, et pourtant ça y ressemble, puisque c'était à 30 km de Paris, dans une ville qui s'appelle l'Isle-Adam, dans le Val d'Oise, et qui est... Balzac a dit que l'Isle-Adam était son paradis terrestre. Moi, ça a été un peu le mien. En tout cas, c'est une ville à la fois très campagne, en même temps très bourgeoise. Une ville, faut avoir un peu de sous pour y habiter. Mais c'est magnifique parce qu'il y a la forêt, il y a les bords de l'Oise. Et c'est vrai que c'est une ville magnifique. À 30 km de Paris, ce qui pour vous peut-être apparaît bien peu, et en vrai quand j'étais petite je devais aller 4-5 fois à tout casser par an à Paris. En fait c'était vraiment très très rare, on était dans cette petite ville bien loin de la capitale. Il y a un train qui passe, non? Alors il y a un train bien sûr de banlieue nord, donc de gare du Nord, mais alors il y en a un par heure. C'est un peu fait exprès, à mon avis, pour préserver justement ce petit bijou. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on est parti de là et qu'on est resté dans le Val d'Oise. Mais alors on a fait le grand saut puisqu'on est allé du côté de Cergy-Pontoise, donc rien à voir. Mais parce que adolescente, je faisais beaucoup de musique et ça devenait vraiment plus pratique d'habiter à Cergy qu'à l'Isle-Adam. Alors dans l'enfance, est-ce qu'on emmenait la petite Violaine justement là, comme ce soir là, on est en pleine semaine, c'est mardi, il y avait du théâtre mardi soir là. Est-ce qu'on l'emmenait au théâtre? Est-ce qu'on l'emmenait au cinéma? Est-ce qu'on l'emmenait, tu parlais tout à l'heure de musique avec ton papa, est-ce qu'on l'emmenait voir des concerts? J'ai plutôt grandi en effet dans un milieu musical. En même temps, mon père était chef d'orchestre et il était chef d'orchestre spécialisé dans le lyrique. C'est comment le nom Jean Brébion. D'accord. Et il était spécialisé dans le lyrique. Donc en fait, j'ai beaucoup vu d'opérettes et d'opéras quand j'étais petite, ce qui m'a beaucoup sensibilisée à la scène. C'est ça qui m'a même donné envie d'y être. Mais le théâtre à proprement parler, pas tant justement. Ça faisait partie des sorties parisiennes assez rares. C'était en effet beaucoup plus l'opéra et l'opérette. Bon, alors, ça se passait où? Tu voyais où ces spectacles-là? Mon père était intermittent du spectacle, ce qui était quand même une rareté. La petite anecdote, c'est qu'il était quand même le seul chômeur de l'Isle-Adam, cette ville très bourgeoise à l'époque. Il allait cocher à la mairie tous les mois, donc en tant qu'intermittent. Donc c'était quand même une rareté. Et il était intermittent du spectacle donc dans beaucoup de théâtres et d'opéras de province, donc à Lille, à Reims, à Limoges, à Dijon, dans beaucoup d'endroits. Mon père était né en 1929, donc il y a un grand écart de génération. Il était directeur musical de l'Opéra d'Alger, il a été à l'ORTF, voilà, des vieilles choses. Mais quand j'étais petite, c'était plus ce temps-là. En revanche, il était quand même chef invité régulier, en particulier à Reims. Et ça, c'était pas si loin. Et comme il jouait le dimanche en matinée, c'était la grande sortie, à peu près une fois par mois, d'aller prendre le train donc de ma banlieue jusqu'à Gare du Nord à pied jusqu'à Gare de l'Est le train jusqu'à Reims pour le rejoindre, manger au restaurant, aller au spectacle. Enfin, c'était la fête, quoi. C'était quoi l'œuvre qui le bouleversait complètement?
Alors lui, Il passait en boucle à la maison. il y avait pas vraiment d'œuvres qui passaient en boucle. Il écoutait pas forcément justement ce que lui jouait. Il avait sûrement d'autres envies et d'autres passions. Mon père aimait beaucoup Richard Strauss, mais en même temps, il y avait des très bonnes opérettes viennoises ou françaises telles que Maurice Yvain ou des choses comme ça qui m'a fait découvrir et qu'il aimait beaucoup. Bon, cette transmission comme ça pour la musique, mais le goût des mots, puisque on en parlait en micro, il y a quand même 2 œuvres, alors peut-être plus, mais en tout cas deux œuvres qui ont été adaptées d'une œuvre littéraire. Est-ce qu'on en allait à la médiathèque? Est-ce qu'il y avait des bibliobus? Il y avait quand même une bibliothèque à l'Isle-Adam. Mais ma maman était professeure d'histoire-géographie. Alors, quel est le prénom de ta maman? Françoise. Professeure d'histoire-géographie. Donc, j'ai quand même baigné, on peut dire, dans un milieu un peu intello. Et des grands lecteurs. Ma mère, plus des romans. Mon père, peut-être plus des essais ou des journaux. Mais le théâtre est vraiment le goût des mots. Je pense que c'est plus perso. C'est comme si c'était ma partition à moi. Ça m'appartient plus que les notes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand dire des mots pour moi, c'est comme faire sonner des notes pour des musiciens. En fait, tu as trouvé ton espace à toi. À partir de quel âge on trouve son espace à soi, une chambre à soi? Moi, ça a été vraiment lié à l'adolescence. Comme je disais, depuis que j'étais toute petite, je savais que je voulais être sur scène ou faire un métier qui avait rapport avec ça. En plus, j'ai eu la chance d'être jamais freinée par mes parents par rapport à ça. Après, c'est passé de la mise en scène à la danse, à la musique, puisque j'ai fait beaucoup de violon. Mais c'est vraiment quand au lycée, j'ai commencé à... En fait, je disais que je voulais être metteur en scène. Et puis un jour, il y a un prof qui me dit « Mais si tu veux être metteur en scène, il faut que tu viennes au groupe de théâtre du lycée. » Ce qui n'est pas faux. C'était pas faux, puisque je traînais tout le temps au conservatoire de Cergy-Pontoise avec mon violon sur le dos, mais que je faisais pas de théâtre. Et là, ça a été le déclic. J'ai senti que c'était mon endroit. Mais c'est quoi c'est un lieu, c'est un être humain, enfin, c'est un professeur. Qu'est-ce qui fait que ça chavire à un moment comme ça là? Alors en effet, cette troupe de théâtre a été très précieuse à ce moment-là, mais c'est vraiment quand je dis que j'ai trouvé mon endroit, c'est que moi qui faisais justement beaucoup de violon, j'avais un trac pas possible, et ça a jamais été un plaisir de jouer en public. Et quand j'ai joué mes premières pièces de théâtre, j'ai compris que je pouvais être sur scène avec un bon track, en tout cas quelque chose qui me portait, qui faisait que je vivais un moment extraordinaire, plein de bonheur, de joie, de plaisir, de partage, ce que je n'avais pas du tout avec l'instrument dans les mains. Et donc ça a été vraiment une révélation. Bon, alors la musique, adieu la musique, adieu le violon. Est-ce qu'il existe encore ce violon? Est-ce qu'il est quelque part chez toi? Oui, il est bien dans ma chambre. Non, je le sors de façon très irrégulière, mais j'ai eu la chance d'en faire suffisamment pour que, même s'il reste dans sa boîte quelque temps, c'est pas désagréable quand je le ressors. Est-ce qu'il est arrivé quelquefois d'en jouer quand même, mais c'était dans un autre contexte côté théâtral? En fait, c'est un peu un cercle vertueux parce que je le toucherais encore moins si on ne me demandait pas de temps en temps d'en jouer sur scène. Et c'est vrai que ça me permet de continuer à le travailler. Et les 2 grosses expériences que j'ai eues dernièrement et qui font d'ailleurs que ça m'a permis peut-être d'avoir moins le trac aujourd'hui parce que voilà, les années ont passé et puis que j'ai de l'expérience. Mais j'ai tourné beaucoup avec Marc Jolivet ces dernières années. Donc pendant 3-4 ans, là, j'ai fait partie d'un spectacle où je devais jouer du violon, faire aussi des sketchs avec lui. Il s'appelle comment ce spectacle? Que la fête recommence, parce que ça a été écrit pendant le Covid et c'était juste après le Covid qu'on a fait 2 fois le Festival d'Avignon, donc ça s'appelait Que la fête recommence. Et ça m'a permis vraiment là, de refaire beaucoup de violon et régulièrement. Et l'autre super expérience que j'avais eue, c'était une série qui s'appelle K1, qui passe sur France TV, et où j'ai eu le rôle d'une violoniste et où je devais vraiment jouer une partition de Vivaldi, pas facile du tout. Et alors la production m'a payé des cours de violon au Conservatoire de Marseille, alors c'était le bonheur. Bon, alors un petit retour en arrière. Passe ton bac d'abord, qu'en est-il? Je l'ai eu.
Oui, c'est exactement ce qu'on m'a dit. Quel bac Alors j'ai eu, je suis mais alors là du coup vous allez tous savoir mon âge. Je suis la dernière génération des bacs A, B, C, D là, et donc j'ai eu le A1 après une première S. Alors moi, du coup je vais vous raconter l'histoire. J'étais en première S parce que j'ai toujours été une bonne élève, en tout cas jusqu'au lycée c'est sûr. Au lycée c'était peut-être un peu plus compliqué. En tout cas j'étais en première S et c'était pas mon truc quoi. C'était pas mon truc, mais il fallait faire une première S quand on est bon élève. Et jusqu'à ce que justement, bah voilà, on en revient à lui, mon prof d'histoire géo, qui était aussi mon prof principal, intervienne lors du conseil de classe, parce qu'en fait, donc le conseil de classe de premier trimestre, c'est vraiment bien passé, j'avais des bonnes notes. Puis une fois qu'ils ont tous fini leur tour de parole, le prof de physique a dit « Mais Violaine, maintenant on peut le dire, qu'est-ce que tu fais là quoi ? On voit bien que t'en as rien à faire. » Et là j'ai dit « Bah en fait moi je veux être metteur en scène, donc faut que je passe un bac et puis c'est tout quoi. » Et là le prof d'histoire a entendu et a dit « Ah bon ? Ça m'intéresse. J'ai donc une troupe de théâtre et vient nous rejoindre. » Et ça... Alors comment s'appelle ce professeur d'histoire ? Bruno Desroux. Et donc c'était au lycée de Cergy. Et voilà, donc en effet, j'ai passé mon bac finalement A1. Et là aussi, ça a été une petite révélation littéraire, parce que après avoir vraiment, m'être forcée en maths et en sciences pendant une année en première, j'ai adoré être en terminale littéraire. Bon, alors c'est pas le tout de vouloir être metteur en scène. Comment fait-on ? Il y a une école, parce que comédienne, oui, mais metteur en scène, c'est un peu plus complexe. Alors aujourd'hui, il y a presque plus de possibilités, parce qu'il y a quand même des masters, il y a quand même aussi le Conservatoire de Paris qui a une classe de mise en scène, il y a certaines classes de mise en scène. À l'époque, c'était pas le cas, ou en tout cas, j'en ai pas entendu parler. Donc c'était, comme on dit, un peu sur le tas, ou alors en passant par... en tout cas, moi, j'ai commencé à prendre sérieusement des cours de théâtre et à être à la fac de Nanterre en même temps. D'abord en lettres, en art du spectacle. Et en fait, c'est là que ça a un peu changé, parce que quand j'ai commencé à prendre mes cours de théâtre, j'ai vu que jouer, ça me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et j'ai fait de la mise en scène plus tard. Mais je suis passée vraiment par le désir d'être comédienne. Parce qu'il y avait cette chose qui était un peu, finalement, d'être sur scène avec un violon et d'être pas très à l'aise sur scène. Peut-être il y avait ce souvenir de ça. Et du coup, il y a du plaisir qui est arrivé, il y a une confiance en soi. Oui, exactement. Ce plaisir-là a fait que vraiment, c'était ce métier-là que j'ai voulu faire à ce moment-là, assez vite, donc après le bac. Et puis, j'ai fait donc l'école Claude Mathieu à Paris, et j'ai eu la chance aussi d'avoir du travail assez vite à la sortie Parce que justement, j'avais posé la question, comment on gagne sa vie ? Alors que beaucoup d'élèves, finalement, après au bout d'un moment, arrêtent, parce que finalement, le côté il faut bien vivre, il faut bien manger, prend le pas sur le côté professionnel, et malheureusement, on disparaît. Alors qu'est-ce qui fait que les choses ont été de bonnes étoiles, de bon augure ? Voilà, le bon mot, des bonnes étoiles, c'est sûr. Claude Mathieu disait que pour faire ce métier et pour durer, il fallait 20% de talent, 30% de travail, 50% de chance. J'y crois assez. Et je pense qu'en effet, la chance a été là assez vite. Je pense que je suis une travailleuse. J'espère que j'ai les 20% de talent. Mais en tout cas... Ça vient du violon, ça. Sans doute. En effet, le travail, la musique... quand on fait de la musique et de la musique classique en conservatoire, on a l'habitude de travailler, c'est sûr. En fait, dès la sortie de l'école, j'ai eu la chance de jouer au Festival d'Avignon. Donc c'était en l'an 2000. Et donc... De jouer, mais alors quoi ? Et puis dans quel cadre en fait, une metteuse en scène que j'avais rencontrée et qui m'a prise pour ce spectacle, en effet, alors que j'avais même pas fini l'école. Et ce spectacle, qui s'est joué un tout petit peu à Paris, est parti à Avignon. Et c'était un cabaret Bertolt Brecht Courteveil, parce que je jouais un petit peu de violon et je chantais aussi, parce que j'ai pas mal chanté à une époque aussi. Et donc ça se jouait à 22h30 au théâtre de la Luna en l'an 2000. Et ça m'a permis, c'était payé, ça a été 20 cachets tout de suite. L'intermittence était déjà proche, alors que je sortais à peine de l'école. Qu'est-ce que ça a été pour tes parents, finalement ? Parce que tu as baigné quand même...
C'est quand même pas rien de baigner comme ça dans l'enfance, dans ce climat-là, cet univers-là. Quel regard ils ont eu, tes parents, quand ils t'ont vu la première fois, justement pour ce spectacle, qui est quand même le premier spectacle dont tu nous parles, et il y a de la musique, il y a du chant. On est quand même pas loin d'un certain homme qui est derrière toi. Alors, je sais pas exactement, parce que je pense que à cette époque-là, en tout cas, j'avais pas de discussion facilement en profondeur, en tout cas avec mes parents, sur des ressentis. Mais bon, je sais leur fierté et je sais à quel point ils m'ont soutenue. Ils étaient fiers et ils sont d'ailleurs, voilà. Enfin, mon père est passé à Avignon, en tout cas, voir le spectacle. Ma mère l'a vu à Paris. Après, c'était un peu spécial parce que c'était donc un cabaret avec des poèmes érotiques. Et la scénographie, c'était un immense lit et toute une partie du spectacle se passait sur ce lit. On était 2 comédiennes, 2 comédiens dans des positions érotiques, éventuellement un peu déshabillés. Et donc je sais que c'était à la fois pas facile pour mon papa de voir sa petite fille dans ce premier spectacle. Bon, alors du coup, il y a ce spectacle-ci qui lance la fusée. Après, parce que là, le nom de la compagnie, comment s'appelle-t-elle pour le spectacle qu'on vient de voir Ah, ma compagnie, là, Oui, la compagnie compagnie. Actes Uniques. D'accord. Donc du coup, tu vas créer rapidement aussi ta compagnie, ou ça a mis elle du est temps? très récente, Très cette récente, compagnie, d'accord. elle a 5 ans. Donc Ouais. avant, tu voyageais de compagnie en compagnie. Comment ça se passe tout ça? Exactement. Alors, en tant que comédienne, en fait, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de boulot très facilement, entre 20 et 30 ans, on va dire. Jeune première que j'étais. J'ai aussi très vite fait un peu de télé, des pubs. Enfin, voilà, j'ai eu mon statut donc très vite et je l'ai gardé toujours. Jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait des choses très diverses. J'ai eu une période comédie musicale jeune public, j'ai fait des choses très diverses. Et puis, j'ai eu aussi une période pendant une dizaine d'années, donc plutôt entre mes 30 et 40, où j'ai fait beaucoup d'assistanat à la mise en scène à l'opéra. Donc j'avais toujours du boulot en tant que comédienne. Je jouais C'est régulièrement. incroyable quand même. Je sais pas pourquoi. Non, mais on n'a pas parlé d'opéra au tout début de cet entretien. Si, et c'est sans doute pour ça aussi que c'était possible et une bonne chose, c'est que je savais très bien lire la musique, que je m'y connaissais et qu'en même temps je connaissais la scène. Donc c'est venu parce qu'une amie avec qui je travaillais à l'époque faisait elle-même de la mise en scène d'opéra et a cherché une assistante. Et là aussi, ça a été un peu une révélation. J'ai adoré. C'était au Théâtre du Châtelet, donc c'était vraiment tout de suite un gros truc. Ouais, c'est énorme, comme dirait Fabrice Lucchini. Et j'ai adoré cette expérience, mais en effet, comme c'était une première expérience et que je ne savais pas ce qu'il fallait faire quand on était assistante à la mise en scène à l'opéra, à la fin des semaines de production, j'ai été voir les régisseurs en disant bon, est-ce que j'ai bien fait mon travail? Ils m'ont dit mais carrément, c'est super, je sais pas, parce que j'aimerais bien continuer. Et ça tombait bien que je l'ai dit au régisseur, parce que 6 mois après, Jean-Louis Martinotti cherchait une assistante au Théâtre des Champs-Élysées et ça n'a pas arrêté pendant 10 ans en fait. C'est plutôt moi qui freinais un peu parce que je voulais continuer à être comédienne, donc ça m'allait bien de faire 1 ou 2 productions à l'opéra, mais pas plus. Mais c'était un super équilibre. Pendant 10 ans, j'ai réussi justement à faire les deux. Donc, naissance, il y a peu de temps finalement de ces nouvelles compagnies, c'est ça, non? Il y a quelques années? Exactement. Je pense qu'il fallait de toute façon que j'attende mes 40 ans pour faire mes propres spectacles. J'étais sans doute pas prête d'une certaine manière avant. Je jouais dans les spectacles des autres, j'assistais, donc pas mal les autres. Et un jour, j'ai assisté Benoît Lambert sur un opéra et ça a été une super rencontre. Et il m'a dit à la fin, tu sais, t'aurais pu le faire, donc maintenant fais-le. Et voilà, je pense qu'il m'a donné le bon coup de pied aux fesses qu'il fallait à ce moment-là. Bon, le nom de la compagnie déjà? Actes Uniques. Actes Uniques. Est-ce qu'on, enfin, je veux dire, le temps pour trouver ce mot, ce qui n'est pas évident pour une compagnie. Alors, l'histoire, c'est que au départ, le but n'était pas du tout d'avoir une vie de directrice artistique de compagnie. C'est plus que j'ai eu très envie. Donc, j'ai voulu faire donc mon propre spectacle et ça a été une évidence. C'était quoi la naissance en fait du premier spectacle? Voilà. C'est Delphine de Vigan, c'est ça? Exactement. Ça a été une évidence pour moi à partir du moment où je voulais prendre la scène, d'adapter
un roman de Delphine de Vigan, parce que j'étais tombée amoureuse de son écriture. Et en lisant tous ces livres, ça a aussi été une évidence que c'était Jour sans fin que je pouvais dire. Que quand je l'ai lu, je me suis dit, celui-là, je peux le dire, ces mots sortent de ma bouche en fait. Mais c'est fou parce que j'avais oublié pendant longtemps, l'affiche du spectacle était dans ma cuisine. Avec le petit pois ? Oui, parce que j'avais vu le spectacle et j'avais demandé une affiche. Elle était super cette affiche. C'était à quel théâtre ça se jouait à Avignon ? Alors on a fait d'abord Présence Pasteur et après on a fait Les Trois Soleils, je sais pas. Les Trois Soleils, c'est aux Trois Soleils que j'ai vu. Ouais. Voilà. Et donc voilà, l'évidence était d'adapter du Delphine de Vigan. Quand elle m'a donné les droits, j'ai été très vite pour l'adaptation. Alors raconte-nous, parce que c'est quand même pas rien. On doit espérer, je veux dire, si on est touché par une œuvre, on est comme sous le désir de quelqu'un. Alors, qu'en est-il de cette rencontre, s'il y a eu ? Alors, j'ai très peu parlé de ce désir, c'était très secret pendant un certain temps. Et Xavier Clion, que vous avez vu sur scène ce soir, est un ami depuis longtemps et avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Et un jour, je lui dis, voilà, j'ai envie d'adapter ça, mais je ne sais pas trop comment faire. Et il me dit, écoute, j'ai un copain qui s'appelle Emmanuel Noblet, qui a joué pendant longtemps Réparer les vivants, et si tu veux, je te donne son 06 et puis tu prends un café avec lui, et c'est ce qu'on a fait. Et je dois dire que Emmanuel a été d'abord très sympathique et très à l'écoute et m'a donné l'excellent conseil parce que je lui ai dit j'ai commencé à regarder pour avoir les droits sur le site de son éditeur, mais alors justement on me demande quelle structure et on me demande déjà la prod et tout ça. Il m'a dit non mais Delphine de Vigan elle est en signature partout en ce moment, donc je pense que c'était les Gratitudes à l'époque et tu vas la voir quoi. Donc j'ai écrit, je suis rentrée chez moi, j'ai écrit une lettre de 2 pages expliquant mon envie, mon amour de ces mots, ma démarche, etc. Et puis en effet, j'ai été dans une librairie du 12e arrondissement à Paris. J'ai attendu le nom de la librairie, est-ce que tu t'en souviens ? Je ne sais plus, mais c'est à Daumesnil. Et alors, j'ai une petite histoire avec cette librairie parce que la fois où j'ai rencontré Martin Winkler, c'était là aussi. Donc c'est très drôle. Les coïncidences comme ça. Et donc j'ai assisté donc, aux questions-réponses. Je voulais bien sûr passer la dernière pour lui donner ma lettre et pas être au milieu de toutes les signatures. Donc j'ai attendu 2 heures que tout le monde fasse signer son livre. Et alors qu'elle était toute crevée à la fin, qu'elle en avait juste marre et juste envie de partir dîner, je lui ai dit bonjour, voilà. Donc je me lui ai expliqué en 2 mots. J'ai senti que elle était vraiment trop fatiguée pour m'entendre. Et je lui ai donné la lettre et je lui ai dit écoutez, juste dites-moi, répondez-moi juste pour me dire si c'est oui ou non, mais que je reste pas dans l'attente trop longtemps. Et au bout de 10 jours, elle m'a envoyé un mail en me disant que c'était OK pour elle, à 2 conditions. Que je garde le récit à la 3e personne, ce qui m'allait totalement. De toute façon, je ne l'aurais jamais pris à la première personne. C'est écrit comme ça dans le roman et je tenais à le dire comme ça. Et aussi qu'elle ait un droit de regard. Et ça, j'ai fait youpi, comme ça je vais être en relation avec elle et c'est super. Et c'est le cas, je suis toujours en relation avec Delphine de Vigan et ça a été une super rencontre. Elle est venue voir le spectacle. Qu'est-ce qui t'a touché dans ce texte, Un jour sans fin ? C'est ça, hein ? Alors, c'est pas Un jour sans fin, c'est Jour sans fin parce qu'en plus, c'est au pluriel. C'est Jour sans fin au pluriel. Alors, d'abord, encore une fois, c'est son écriture. Ça a été le premier roman que j'ai lu, c'est d'après une histoire vraie. Et j'ai pas un feeling avec son écriture, un truc qui... Il y a un ami qui m'a dit « Je comprends parce qu'elle écrit comme tu parles ». Je pense qu'elle a beaucoup d'ironie dans son écriture, surtout quand elle écrit des choses personnelles, et que ça peut me ressembler. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu le thème de... Donc « Jour sans fin », c'est son premier roman, donc autobiographique. Les gens connaissent surtout Rien ne s'oppose à la nuit, mais voilà, celui-là l'était déjà, sauf qu'elle l'avait écrit sous pseudo, parce que justement, il était autobiographique et elle réglait quelques comptes avec ses parents qui étaient encore en vie à l'époque. Elle raconte comment, à 19 ans, elle était anorexique et comment elle s'en est sortie. Et son séjour à l'hôpital et surtout la rencontre avec le médecin qui a fait qu'elle a pu guérir. Donc, comme elle dit, c'est le roman d'une guérison, malgré... le thème qui peut faire peur, c'est un roman ensoleillé par la guérison. C'est intéressant parce que finalement, ce nouveau projet, qui est le cœur des femmes, finalement, on parle de femmes encore à nouveau, et puis il y a un médecin. Et quel médecin ? Martin Winkler. Eh bien, je sais, et ça a été terrible. C'est-à-dire que quand j'ai eu envie d'adapter le cœur des femmes, la première réaction, j'ai dit à Xavier... mais c'est pas possible, c'est encore un truc de médecin, tu vas encore faire un médecin. Enfin,
ça m'a fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Ou alors je décide dès maintenant de faire une trilogie médicale, ou je ne sais pas. Je saurais pas dire pourquoi. Et en plus, dans le 3e, celui que je prépare, là aussi, il y a de la médecine. Donc je sais pas expliquer ça, à part manifestement que ça soulève des questions que j'ai envie de soulever. Ce qui est sûr, c'est que en dehors de l'écriture de Delphine de Vigan, pour revenir à la question de pourquoi Jour sans fin, je savais pas dire. Et justement, quand m'est venue l'envie de l'adapter, j'ai aussi lu d'autres romans, Amélie Nothomb en l'occurrence, mais d'autres aussi, sur l'anorexie. Je me suis dit, mais est-ce que c'est l'anorexie qui m'intéresse ? Moi, je l'ai jamais été, je connais pas, ou alors de loin des gens qui l'ont été. Donc je ne savais pas exactement. Et c'est en travaillant avec Xavier, puisque c'est Xavier Clion qui m'a mis en scène dans Jour sans fin, que c'est lui qui m'a fait accoucher de la raison profonde. C'est que si l'anorexie ne me touchait pas directement, par contre, le mal-être adolescent était quelque chose manifestement que j'avais vécu et dont j'avais envie de parler. C'est pas rien, parce que je pensais à ça pendant le spectacle. Bon, alors on devient comédienne pour certaines raisons, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ces 2 spectacles, les 2 derniers, ceux que j'ai pu voir, il y a une manière de se dresser et de prendre parti, en tout cas. Et puis surtout de parler à des gens et d'avoir la sensation, le sentiment, en tout cas, d'avoir des mots extrêmement importants à dire, comme un prêche presque. Bon. Oui, parce que c'est quand même pas rien. On voit bien, et grâce à ma femme, on a écouté pas mal de podcasts avec Martin Winkler, et on voit bien le poids de ces mots à lui, de la manière dont il parle des femmes, parce que, 2 spectacles sur 2 femmes, mais aussi de la manière dont tout ça était un peu, entre guillemets, caché derrière un voile, alors que c'est présent devant nous, mais tout est derrière, quoi. Et il fait apparaître ça, et tu es sur scène, et tu défends quelque chose. Cette manière de défendre les choses, de parler de sujets qui ne sont pas yéyé, fun. Ouais, je sais. On me le dit des fois, c'est pas yéyé fun. Mais c'est ça qui m'intéresse. J'adore jouer dans les spectacles yéyé fun des autres. Ça a été le pied, les 2 Avignons que j'ai fait, en jouant Jour sans fin l'après-midi et en faisant des cabarets avec Marc Jolivet le soir. C'était juste génial de faire les 2, justement. Mais moi, pour les spectacles que je porte, en effet, et c'est instinctif à chaque fois, il y a un truc qui me happe et où je dis mais ça je veux le dire, mais alors c'est à la fois, comme je disais, le style même, le verbe, mais bien sûr le message porté. Et en fait, après Jour sans fin qui avait donc bien marché, j'ai cherché, je me suis dit tiens, j'ai envie de me lancer dans une autre adaptation. Ça me manquait en fait, ce travail un peu à la table, puisque je jouais Jour sans fin, mais que j'avais envie aussi de continuer de la recherche à la maison, quoi. Et je me suis retournée vers ma bibliothèque et je me suis dit mais ce livre, ça fait 10 ans que je l'ai lu et en fait j'ai des scènes qui sont gravées dans ma mémoire. Il y avait certains témoignages comme Sabrina et Laetitia qui sont dans le spectacle. Il y avait l'histoire de la position gynécologique. Il y avait certaines choses, je me suis dit, mais je me souviens encore du choc que j'ai eu quand je les ai lus. Si je m'en souviens encore, c'est qu'il faut que je le dise et que je le partage à d'autres personnes. C'est que c'est quelque chose qui a été suffisamment important. Je me souviens m'être dit à l'époque, on peut donc parler de ça ? C'est des sujets dont quelqu'un s'est emparé et il a pu mettre ces mots-là sur ces pages, alors que je pensais que c'était des choses que personne ne disait et ne dirait jamais, sur en effet ce que c'est qu'un examen gynécologique et la nudité face au médecin et les questions que lui se pose et que je pensais que personne ne se posait. Et surtout, ce qui est surprenant, parce qu'en ayant écouté un podcast, je mettrai les coordonnées d'un autre podcast où il interviewé par une femme. Et ce qui était surprenant, c'est que c'était une femme, donc il devait connaître son corps, plein de choses gynécologiques, et qu'elle lui demandait en fait conseil à lui, alors il semblerait que la personne qui l'interviewait, cette femme, avait une 40aine d'années, une 50aine d'années. C'était surprenant, cette chose-là. Donc effectivement, ce voile, quoi. En fait, Xavier dit pareil que moi, donc ça concerne pas que les femmes, et c'est ça que j'aime bien dans ce spectacle, c'est que ça parle de gynécologie, mais ça peut être de façon plus large le rapport au corps et aux médecins. Xavier et moi, depuis qu'on travaille sur ce texte,
on n'a plus du tout le même rapport au médecin et la même façon d'aller chez le médecin. Pour nous, c'était acquis. Alors, bon, voilà, c'est notre génération peut-être. J'espère que ça change un peu, mais malheureusement pas encore tant que ça. C'était juste normal de s'asseoir en face du sachant et d'écouter la parole. Et il savait forcément mieux que nous ce qu'on avait, ce qui se passait. Et je ne me posais jamais ces questions. Et il a fallu vraiment que je lise ce livre pour penser qu'on pouvait se les poser. Bon, alors c'est comme Delphine de Vigan, donc il y a ce désir qui, enfin en tout cas, cet effet boomerang hein, qui vient du temps passé, qui revient dans un temps, je ne sais pas en quelle année, quelle année 2023 non, 2000, pour celui-ci, le cœur. Alors il a été créé en février 24, mais ça date de la fin Covid, mon envie. Enfin, ça a été lors du deuxième confinement où on pouvait à nouveau pas faire de théâtre, où je me suis retournée vers ma bibliothèque et où j'ai dit bon bah ça suffit, je vais faire autre chose alors. 2021, ouais. Donc, voilà. et alors donc ce désir là comme ça qui est là, où il faut absolument dire ces mots. Donc à nouveau, on va voir la maison d'édition POL et on se dit qu'est-ce qu'ils nous disent eux. Alors ça n'a rien à voir avec Delphine de Vigan et j'ai été confrontée à ça avec Florence Aubenas après. Manifestement, en effet, chaque auteur, chaque autrice a une façon différente de donner ou pas les droits et on peut plus ou moins facilement, en tout cas, leur demander et rentrer en contact. C'est très facile avec Martin Winkler puisqu'il met son adresse mail sur ses bouquins. Donc j'ai juste écrit un mail en lui expliquant, en lui racontant que j'avais déjà fait Jour sans fin, mais en lui expliquant mon désir de monter le cœur des femmes. Et il m'a répondu, alors lui, vraiment du tac au tac, en disant écoutez, de toute façon, moi j'ai envie que cette parole vive, donc je donne mes droits à tout le monde. Donc rapprochez-vous de mon éditeur. Alors ce qui était une bonne et une moins bonne nouvelle, c'est que c'est facile d'avoir les droits, mais qu'en même temps, je ne vais pas être la seule à le monter. Mais en effet, ça a été très facile de m'adresser à son éditrice, en l'occurrence, dont il m'avait donné aussi les coordonnées. Et ils m'ont laissé faire. Je veux dire, je lui ai bien sûr envoyé le texte, mais je savais que de toute façon, ils me laissaient faire. Bon, alors comment est montée la sauce pour cette tambouille-ci ? On voit que le décor, tout est très épuré. Il y a juste une table et puis 3 chaises. Voilà, donc c'est très très simple. Hein. On est au cœur du sujet. C'est assez vif et bref. Enfin, en tout cas, pour cette mise en scène. Après, la parole va advenir. Comment oui, je me posais cette question-là. Donc, minimaliste au niveau de la mise en place sur le plateau. Et puis, ah oui, est-ce qu'il y a des mots qui ont été rajoutés en dehors du texte, de ton expérience à toi, d'autres femmes, où il n'y a que le texte bon, ouais. Peut-être des coupes, mais bon, que le texte. Ah oui, il y a beaucoup de coupes, parce que le roman, il fait 680 pages. Non, je n'ai rien rajouté de personnel. Il y a juste des transformations, éventuellement, des choses encore un peu plus dialoguées, et encore, parce qu'il l'écrit de façon quand même très dialoguée, déjà dans son roman. La différence avec Jour sans fin, c'est que Jour sans fin est un petit roman de 120 pages et où vraiment j'ai gardé toute la chronologie. J'ai fait des choix, j'ai fait des coupes, mais par contre, dans Le cœur des femmes, mes choix, qui étaient très évidents, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des chapitres entiers que j'avais envie de garder et d'autres qui m'intéressaient moins, en tout cas, ont fait qu'il a fallu que je fasse un travail dramaturgique et qu'il y a des inversions. Enfin voilà, je suis pas du tout la continuité du roman parce que voilà, il a fallu reconstruire en fait. Mais par contre, il y a rien d'ajouté de personnel et je tiens vraiment à la parole de Martin Winkler. Enfin, en tout cas, ce qui se transparaît dans ce roman. Et pour ce qui est du décor de la scéno, en fait, moi, c'est quand même mon truc de pas avoir beaucoup de décors. Ça a bien sûr des raisons économiques, mais vraiment pas que à la base, parce que j'aime le théâtre de la parole, parce que j'aime le comédien, et j'aime... Enfin, pour moi, c'est la chose première, quoi. On est là pour dire ce texte. Et après, on a besoin éventuellement d'avoir autre chose avec nous, mais la parole est première. Et il se trouve que très vite, la table était assez évidente pour nous, mais on a travaillé en collaboration avec David Gauchard, et il est
il peut aussi être assez minimaliste et avoir cette même vision. Et alors, ce qui était assez drôle, c'est que on avait déjà fait donc pas mal d'essais, des premières résidences avec une table, des chaises, mais sans que ça soit très précis et sans se dire qu'il y aurait rien d'autre. Mais on a fait une session de répétition dans un appartement. J'étais en train de déménager et donc c'était dans l'appartement que j'étais en train de quitter, qui était vide, et j'avais juste laissé une table sur tréteau, un tabouret et 2 chaises. Et pendant une semaine, on a travaillé avec ça. Puis David, il a dit c'est super, ça marche. Et surtout, le tréteau lui a donné l'idée de cette table à double plateau. Donc en fait, c'est aussi partie de ce qu'on avait avec nous en répète. Est-ce que tu peux nous parler des 2 comédiens qui t'accompagnent sur scène ? Donc Xavier Clion, je le connais donc depuis très longtemps. On a fait beaucoup de projets ensemble. Et c'est lui qui a mis en scène Jour sans fin. Donc c'est lui que je suis allée chercher quand j'avais ce texte, parce que justement, pour revenir à Emmanuel Noblet, il m'a dit, mais il a lu le texte, il a lu l'adaptation que j'avais faite, il a dit, il faut que tu fasses des essais quand même sur le plateau avec quelqu'un de confiance. Et la personne de confiance, ça a été évident pour moi que c'était Xavier. Et après 10 jours de travail ensemble, on a dit, on part ensemble en fait. Et Xavier m'a suivi et a joué aussi le médecin et a mis en scène. Et c'est là que justement, on n'avait pas du tout envie de monter une compagnie. Moi, j'avais juste envie de monter ce spectacle, et lui aussi, et pas du tout de se lancer dans l'administratif et tout ce qu'il fallait porter à côté. Sauf que ça nous a très vite dépassé, que le spectacle, qu'on a eu de la coproduction, des résidences et tout ça, qu'il fallait une structure, qu'on a monté la compagnie Acte Unique, sans S, en se disant, nous faisons que cet acte-là, nous voulons monter que cette pièce. Et puis en fait, après 2 Avignon, j'ai eu envie d'en monter une autre, et puis on a mis un S à la compagnie. La compagnie s'est structurée, devenue normande. C'est allé très vite. Et Xavier est avec moi. Alors, si elle est à Évreux. Évreux, d'accord. Et donc, Xavier et moi portons la compagnie. Alors, je suis directrice artistique puisque je porte les projets, que je suis à l'écriture, que je choisis les pièces. Mais on est vraiment tous les 2 à la tête de cette compagnie. Alors, l'autre comédienne qui est avec vous sur scène ? Clotilde Dagneau. Clotilde Dagneau, on se connaît aussi depuis longtemps, mais par contre, on n'avait jamais travaillé ensemble. On a fait la même école, elle a fait aussi l'école Claude Mathieu. Donc, on s'est croisés à l'école. On s'est croisés pas mal, pendant 2 ans, mais on n'avait même pas de cours ensemble. Donc, on a vu nos travaux l'une l'autre. Je l'ai vue ensuite sur scène parce qu'elle joue beaucoup à Paris, Clotilde. J'ai toujours trouvé que c'était une super comédienne. Il se trouve que Xavier la connaissait aussi parce que lui avait joué avec elle. Et donc, moi, ça a tout de suite été évident que j'allais faire cette adaptation pour 3 personnes, un comédien, 2 comédiennes. Et donc, il a fallu choisir celle qui allait nous accompagner. Et très vite, on a pensé à Clotilde. Et depuis, Clotilde est avec nous dans l'aventure et sera avec moi sur le prochain spectacle. Il y avait des adolescents tout à l'heure qui ont assisté au spectacle. Quels sont les retours ? Parce qu'on voit bien qu'il y a une manière de parler du monde, d'un certain monde. On parlait de voile et c'est bien que ça se dévoile, et surtout aussi il y avait des garçons aussi qui étaient dans la salle, que tout le monde soit concerné par cette chose qui est cachée. Du coup, les échanges après avec le public, est-ce qu'il y a des endroits où c'est aménagé tout de suite après le spectacle, hop, on peut poser des questions, parce que j'imagine la parole doit se libérer. Oui, il y a des endroits où on fait des bords plateaux. Donc, ceux qui étaient là ce soir, de toute façon, on avait eu l'occasion de parler de ces thèmes puisque on a fait avec eux un parcours regard soutenu par la région qui a fait qu'on est venu dans leur établissement jouer déjà une petite forme de ce spectacle, Xavier et moi, où on fait des extraits du spectacle et on parle avec eux des thèmes abordés. Donc, plus des ateliers, on avait l'occasion de faire connaissance et de discuter déjà de certains thèmes. En l'occurrence, j'ai toujours tenu, ça a été tellement évident déjà avec Jour sans fin que je voulais dire cette parole pour des ados à partir de 13 ans. Et on a très vite travaillé avec des collégiens en 3e surtout, et quelques lycéens. Et c'est un partage que j'aime. Les thèmes que je choisis sont vraiment faits pour être partagés avec des ados de cet âge. Et c'est toujours riche, j'espère pour eux, mais en tout cas pour moi, c'est sûr.
Et donc, le Chœur des femmes, au départ, j'avais peur que ça soit pas tellement accessible en collège. Et puis, en fait, ça l'est complètement à partir de la fin de la 4e. En plus, c'est au programme de SVT, tout ce qui est contraception, IVG, etc. Alors, selon l'âge et selon les établissements, les garçons participent plus ou moins. Mais au départ, nos premières expériences avec Xavier, on ne s'attendait pas à ce que les garçons s'intéressent autant. Et finalement... C'était assez silencieux d'ailleurs pendant toute la représentation qui dure à peu près 1h15, c'est ça ? Exactement. Il n'y a pas eu beaucoup de Ils ont été super chuchotements. attentifs, alors qu'en plus ici, ce n'est pas un public très habitué au théâtre. Donc je les ai vraiment trouvés remarquablement attentifs. Nous, les premières fois qu'on est intervenu dans des classes de 3e, c'était justement les filles qui étaient peut-être trop frontalement confrontées à ces thématiques, qui étaient intéressées mais n'osaient pas poser de questions ou en parler, alors que les garçons osaient plus poser des questions. Et après, même quand on a fait des ateliers avec eux pour en mettre en scène, les garçons étaient force de proposition. En lycée, ça s'inverse un peu. Les filles prennent plus la parole, peut-être. Alors, on parle des collégiens, lycéens, mais qu'en est-il des femmes de 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans ? C'est quoi les retours que tu peux entendre ou des confidences qu'on vient te dire ? Alors en effet, quand on commence à aborder les thèmes qui sont abordés dans le Chœur des femmes, de gynécologie en général, mais d'accouchement aussi, et ben on libère une parole et on s'aperçoit que tout le monde a quelque chose à raconter. En tout cas, un grand nombre de femmes. Et qu'on a tous, à un moment de notre vie, en tout cas toutes, à un moment de notre vie, une expérience spéciale, quelque chose en tout cas à raconter à ce propos. Moi je vois bien l'intérêt que suscite ce spectacle. Je pense que s'il y a des gens qui l'aiment pas, ils viennent pas me le dire. Donc je peux pas connaître toutes les réactions. Je sais juste que le premier Avignon qu'on a fait, le public qu'on avait était C'est quelle année ? Eh bien, c'était donc 2024. Les gens qui venaient voir le spectacle, puisque le spectacle n'était pas encore reconnu à Avignon, c'était des gens qui connaissaient le roman. Et on a eu vraiment, par contre, en effet, que des bons retours sur l'adaptation. Et j'en suis assez fière parce que vraiment, je fais des adaptations pour jouer, sans avoir de prétention d'adaptatrice ou d'autrice. Et puis en fait, les 2 adaptations que j'ai faites ont été vraiment saluées, donc j'en suis très contente. Mais donc là, c'était vraiment un public qui connaissait la base du travail et la base thématique et qui était manifestement très satisfait, ému de retrouver ça sur scène. Le deuxième Avignon, comme on avait le bouche à oreille, que le spectacle avait déjà tourné, et c'était joué à Paris aussi, ça a changé un peu. Il y a des gens qui sont venus voir la pièce et qui ne connaissaient pas et qui achetaient le roman à la sortie. Donc voilà, d'un côté comme de l'autre, ça fonctionne et Martin Winkler a bien raison, la parole se diffuse. Mais est-ce qu'il y a des moments extrêmement émouvants de femmes qui te parlaient ? Moins qu'avec Jour sans fin. Ah. Jour sans fin, j'ai vraiment eu... C'est quelle année ? Tu l'as joué en quelle année, Jour sans fin, on aurait dû le créer en mai 2020. Donc bien sûr, ça ne s'est pas fait à ce moment-là, mais on a fait Avignon 21 et 22. 2022. Voilà. Ouais. Et Jour sans fin, c'est plus... comment dire ? Les personnes qui sont vraiment concernées ont un rapport vraiment beaucoup plus... fort, voire frontal avec ce texte et la thématique. C'est-à-dire que les personnes qui ont été anorexiques, voire qui le sont toujours, ou qui ont connu, qui connaissent un proche qui l'ont été, soit sont intéressées par le spectacle, et on a eu même des personnes encore anorexiques aujourd'hui qui sont venues, qui ont témoigné, qui ont pleuré à la fin, qui nous ont attendus. Et je trouve que c'est super courageux et très intéressant de confronter leur expérience à ce texte. Mais on a aussi rencontré pas mal de gens qui ne voulaient pas voir le spectacle, qui ne voulaient pas entendre ça. Alors le troisième projet à venir, là, on peut en parler un petit peu Puisqu'il y a une lecture dont malheureusement je n'ai pas pu assister, qui était à Avignon, mais dans quel lieu déjà et puis dans quel cadre ? Alors, le prochain projet, il y a déjà eu des lectures à Avignon, en effet, mais il a bougé pas mal, puisque même le titre a encore changé dernièrement.
Le spectacle devait au départ s'appeler Grand reporter ici ou ailleurs. Non, ici et ailleurs. Grand reporter ici et ailleurs. Qui était finalement la fusion de 2 titres de livres de Florence Aubenas. Je me suis intéressée beaucoup à la journaliste Florence Aubenas. Mais cette fois-ci, j'ai pas eu les droits, en tout cas sur les articles de presse. Je voulais en fait faire un spectacle sur elle en tant que journaliste de faits divers en France. Justement, pourquoi une grande reporter de guerre en l'occurrence, mais en tout cas qui a couvert de nombreux conflits qui continuent, s'intéresse aussi aux gilets jaunes, aux supermarchés, aux agriculteurs et aux faits divers globalement en France, à Outreau, à plein de choses. Et je voulais prendre certains articles du Monde et j'ai eu des échanges avec elle et j'ai pas eu les droits. Et je passe certaines étapes, mais à un moment, je me suis dit c'est peut-être un coup de pied aux fesses pour que j'écrive moi-même quelque chose. Et je me suis rendu compte que le fait divers m'intéressait vraiment, le journalisme de fait divers m'intéressait vraiment. Ça, c'est vraiment le premier aspect de ce spectacle. Il se trouve que maintenant, ce spectacle s'est appelé donc assez vite « Ceci n'est pas un spectacle sur Florence Aubenas ». Il se trouve qu'aujourd'hui, et depuis peu, il s'appelle « Émilie B », entre parenthèses, « Ceci n'est pas un spectacle sur Florence Aubenas », puisque c'est plus l'histoire d'Émilie B aujourd'hui. Et Émilie B est une femme qui me ressemble énormément et qui a mon histoire. Et qui est en l'occurrence une maman célibataire d'un adolescent autiste. Et ce qui déjà n'est pas une mince affaire, mais il se trouve qu'en plus l'année dernière, cet adolescent autiste est passé par une phase de violence assez grave. Et justement, alors je vais dire maintenant, je suis seule avec lui à la maison et je suis passée tout près du fait divers, à un moment où je me posais des questions sur le fait divers. Et dans l'écriture, j'ai écrit exactement sur ce qui m'arrivait à la maison. Et puis finalement, je voyais des parallèles qui me sautaient aux yeux avec les livres que je pouvais lire sur qu'est-ce qu'un fait divers, à quel moment ça devient un fait de société, à quel moment on se pose la question du manquement des institutions qui font qu'il y a fait divers. Et j'étais tellement là-dedans que ça a fait un spectacle. Bon, alors on pourra le voir quand, ce spectacle ? Ce spectacle sera créé à Vernon le 6 novembre. Il va ensuite à Eu et à Fécamp, en novembre toujours, donc 2026. Il sera aussi joué au Théâtre El Duende à Ivry-sur-Seine. Il sera joué à Guéret. Enfin voilà, on a des coproducteurs et des préachats à Conchanouche aussi. Et on espère Avignon 2027, toujours à Artéfil. En tout cas, c'est prévu. Bon, il y a une question qu'on pose dans ce podcast... que La Rebelle, c'est tiré d'un film d'un réalisateur polonais qui s'appelait Andrzej Żuławski, qui a fait L'importance est d'aimer avec Romy Schneider, Possession avec Isabelle Adjani. Dans celui-ci, ce film s'appelle La Note bleue. C'est le dernier jour entre Frédéric Chopin et George Sand. George Sand qui est interprété par Marie-France Pizier, et il fait dire à Marie-France Pizier « Quand le ciel est vide et que ça m'a fait mal et que je comprends plus rien à rien ». Toi, Violaine, comment tu traverses ces bourrasques, ces tempêtes ? Autour de moi, on dit que manifestement, je les traverse avec force. Je suis sûre que d'avoir monté cette compagnie et de m'être confrontée à ces textes et d'avoir envie de les porter sur scène m'a donné cette force. Je pense que, je suis même sûre que d'être comédienne et de vivre de ma passion et d'avoir ce rapport au public, ce rapport aux mots que je choisis et à ces thématiques me remplissent et font que je rentre forte à la maison. Et je pense que ce que je vis à la maison me rend aussi très forte pour aller présenter mes spectacles. Donc c'est fatigant, mais c'est très riche. Bon, on a hâte de découvrir le prochain spectacle. Combien de comédiens sur scène pour celui-ci ? On sera 2, Clotilde et moi. Clotilde Agneau et moi, et c'est mis en scène par Guillaume Ravoire. D'accord. Bon, hâte de découvrir en tout cas. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Au revoir. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind.
look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When the day that lies ahead of me seems impossible to face, and someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely, lovely day, 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 lovely, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day. Vous avez pu entendre les choix musicaux de Benjamin Biolay avec Ton héritage, et puis ceux de Violaine Brébion, qui était Aretha Franklin avec Respect, et juste à l'instant c'était Stacey Kent avec Lovely Day. Vous pouvez donc retrouver Violaine Brébion avec Le cœur des femmes, qui sera, si vous êtes à l'île de la Réunion du 24 avril au 1er mai, sur l'île de la Réunion, le 12 mai à Bernay, le 26 mai à Mulhouse, le 28 mai à Guéret, et puis du 15 au 25 juillet au Festival d'Avignon au Théâtre Artéphile. Concernant l'autre spectacle qui est en préparation, Émilie B, ceci n'est pas un spectacle sur Florence Aubenas, la création le 6 novembre à Vernon, le 12 novembre à Eu, le 13 novembre à Fécamp, et puis encore plein d'autres dates à venir. Voilà. Alors, l'équipe A que la Rébelle, l'entretien, c'est Fabien Eck, le prise de son Melville Eck-Belay, musique Adrien Desarrogeaux, visuel Stéphane Perrault et photo Philippe Lévy. A que la Rébelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous dit à bientôt.